Oui, l'urgence pour nous maintenant, de pouvoir subvenir aux besoins de plus de 700 000 personnes déplacées dans 150 écoles ou refuges, écoles transformées en refuges que notre agence, l'UNRWA, gère. Nous avons besoin de nourriture et en premier lieu de farine pour faire du pain. Nous avons besoin d'eau propre, donc d'eau à utilisation humaine. Et nous avons surtout besoin de carburant, que ce soit pour nos camions, pour les hôpitaux, pour les boulangeries, pour les stations les stations d'eau et pour les générateurs d'électricité. Donc ces trois éléments, nourriture, eau et carburant. On parle désormais d'1,5 million de déplacés au total dans l'ensemble de la bande de Gaza. C'est environ 65% de la population totale de cette bande de Gaza. Ça fait 30 jours que les combats ont commencé. Comment qualifieriez-vous la situation ? Catastrophique. Leur situation est catastrophique. On parle, oui, de 1,5 million de personnes déplacées, d'une population totale de 2,2 millions. Plus d'1 million de personnes se sont déplacées du nord de la bande de Gaza, je voyais justement la carte maintenant sur l'écran, vers le sud de la bande. On parle d'une surface très petite et maintenant très, très, très encombrée. Donc, plus de 2 millions de personnes se retrouvent sur la moitié de la bande de Gaza, conditions de vie catastrophiques dans les écoles de l'UNRWA. Nous n'avons pas assez de nourriture, d'eau, etc. Ceci dit, je pense qu'il faut rappeler que mes collègues de l'UNRWA, à peu près 13 000 personnes, elles-mêmes palestiniennes de Gaza, sont déplacées aussi, et parmi ces personnes, 5 000 de mes collègues de Gaza se retrouvent aussi dans les refuges et continuent de travailler, de fournir des services médicaux, les médecins entre eux, de distribuer de la nourriture, d'aller à travers tous ces refuges, voir comment elles peuvent aider. Donc même avec le peu d'approvisionnement qu'on a, on continue de travailler, mais nous allons bientôt ne plus avoir tout cet approvisionnement à distribuer. Nous avons besoin de plus d'aide humanitaire depuis l'Égypte et d'ailleurs même, car nous recevons quelques camions par jour, une vingtaine, une trentaine maximum. Et rappelons qu'avant cette crise, et même avec le blocus de Gaza, Gaza recevait 500 camions tous les jours. Le Hamas dit qu'Israël est responsable de cette situation. Israël accuse le Hamas d'être responsable de la situation. Pour vous, comment vous voyez les choses sur le terrain ? Pour nous, ce qui est le impératif humanitaire, dans un conflit armé, les civils doivent être protégés et doivent recevoir l'assistance qu'il leur faut. Donc pour nous, on a le même appel aux deux parties, c'est de faciliter un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire important. Encore une fois, nous avons besoin de pouvoir travailler comme agence humanitaire et de pouvoir travailler sans payer le prix que nous avons payé jusqu'alors. Nous avons perdu 88 employés de l'UNRWA ce dernier mois. C'est un prix énorme pour une agence humanitaire. Une dernière petite question, qu'est-ce que peut faire la communauté internationale pour vous aider ? Elle peut faire pression pour un cessez-le-feu immédiat et elle peut faire pression pour un acheminement beaucoup plus important d'aide humanitaire, de nourriture, d'eau fraîche, de carburant et de médicaments pour arriver au moins jusqu'à 400, 500 camions d'aide humanitaire par jour. Mais le plus important, c'est un cessez-le-feu maintenant. Merci Tamara Al-Rifaï, merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct aujourd'hui sur LCI. La France a pris la parole aujourd'hui sur cette situation humanitaire. Écoutez, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères. L'accès doit être donc facilité de toute urgence. C'est pour cette raison qu'une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue est absolument nécessaire. Elle doit pouvoir mener à un cessez-le-feu. Et vous savez qu'un consensus a été trouvé sur ce point au sein de la communauté internationale qui a entériné la résolution présentée le 26 octobre par la Jordanie à l'Assemblée générale des Nations unies. Catherine Colonna, vous le voyez au Qatar, le Qatar qui est notamment responsable de négocier la libération des otages étrangers. Il y en aura
dans les prochains jours. C'est ce qu'a dit le Hamas il y a quelques jours. Espérons que les Français en fassent partie. Le pape appelle à un cessez-le-feu, à la libération des otages. Des observateurs de l'ONU disent craindre cette semaine un risque de génocide. Anthony Blinken met en garde aujourd'hui même contre le déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. On a l'impression que malgré tous ces appels, la communauté internationale est inaudible. D'abord, est-ce le cas? Et si c'est le cas, pourquoi? Et le problème, c'est qu'Israël est sourd, et surtout à la demande de ses amis. C'est ça que je trouve impressionnant. Car qui appelle d'abord, c'est à une pause. Alors, c'est pas la même chose de cesser le feu, c'est différent. Mais pause ou trêve humanitaire, comme le dit Catherine Colonna, durable, soutenue, ce qui veut dire effectivement qu'on a le temps d'acheminer des convois de l'aide, du sanitaire. Donc, ce sont les amis d'Israël. C'est ça qui est frappant au fond. C'est cet enfermement ou des choix politiques, effectivement, d'Israël qui n'entendent ni les demandes de Blinken, et vous l'avez dit, et ça aussi contre le déplacement forcé des Palestiniens à l'intérieur de Gaza. C'est-à-dire tous les appels à aller au sud pendant qu'on continue les opérations au nord. Donc il y a ça, il y a demande de pause, de trêve que, effectivement, Israël n'entend pas. Donc au fil des jours, je veux dire que les meilleurs soutiens d'Israël finissent quand même, pour la plupart d'entre eux, ils le disent, même s'il y a eu un avertissement aussi du chancelier allemand à la fin de la semaine dernière, d'entendre, et Israël n'entend pas. Donc il y a effectivement un choix politique qui ne disent pas de trêve sans libération des otages, c'est ce que répètent les officiels israéliens, mais en tout cas il y a une pression très forte et on l'entend. La France demande aussi à l'ONU de prendre ses responsabilités et d'aller plus loin. C'est vrai que la résolution qui a été votée n'est pas contraignante, mais il y a quand même une majorité qui souhaite effectivement au moins une pause dans les combats. Donc je trouve qu'au fil des jours, encore une fois, ce qui m'apparaît évident, c'est cette distance entre les amis d'Israël et le gouvernement israélien. Est-ce qu'on arrive aux limites de ce que la communauté internationale peut faire quand un État refuse d'arrêter les combats, quand les deux parties refusent d'arrêter les combats, parce que les combats se déroulent des deux côtés, évidemment. Ils ne sont pas seulement israéliens, même si, évidemment, Israël a une armée beaucoup plus puissante, et donc les dommages et les dégâts causés par ces militaires sont plus importants. Mais c'est une catastrophe humanitaire sans nom, mais à laquelle le Hamas a apporté puissamment sa pierre il a creusé le drame, parce que par exemple lorsque l'UNRWA, donc cette fonctionnaire de l'UNRWA, évoquait les besoins vitaux de Gaza et notamment les besoins en carburant, ce sont des personnels de l'UNRWA qui ont eux-mêmes dénoncé le vol de carburant par le Hamas. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation rendue infernale par le régime même et par le groupe terroriste Hamas. Parce que si on parle de la protection, bien sûr, des civils, et qui est une loi de la guerre, mais en quoi le Hamas respecte-t-il les lois de la guerre quand finalement ses plus hauts responsables, ses plus hauts commandants militaires ont affirmé il y a de cela 4-5 jours que les tunnels sont réservés aux combattants du Hamas et que la population civile de Gaza, elle, doit être protégée par l'ONU. Qu'est-ce que c'est que ce double standard qui est mis en place par le Hamas? Nous sommes par ailleurs, par rapport aux déplacements de population, ce sont des déplacements de population qui ont été demandés par Israël pour limiter précisément les pertes dans la zone qui est bombardée. Nous sommes dans une trajectoire vraiment épouvantable où finalement, bien sûr, les civils sont pris sous le feu des bombardements. Mais quel est le degré de protection de ceux qui sont censés les protéger et les défendre, c'est-à-dire le Hamas? Rien du tout. Il ne fait que collaborer à leur douleur, à leur tragédie.